Bonjour à tous, madame, messieurs. Nous sommes mardi, c'est la deuxième édition de la revue des grandes unes de la semaine avec la presse qui est disponible en kiosque ce matin également. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds, d'être parfum de l'actualité. La nouvelle expression parle des ONG dans le collimateur. Quand Atangandi menace de sévir, c'est le grand titre du journal. Le journal explique que le ministre de l'administration territoriale accuse Amnesty International, Human Rights Watch, International Crisis Group et OCHA notamment d'avoir reçu 5 milliards de francs CFA pour établir de faux rapports sur le Cameroun. Il leur donne d'ailleurs 60 jours pour présenter les rapports d'activité des 2 dernières années. C'est ce qu'on découvre en page 3 du journal ce matin. Le journal parle également de la crise anglophone, de la sécession au terrorisme. Au départ, donc, les séparatistes disaient défendre l'État virtuel d'Ambazonie, mais ils sortent de leur prétendu territoire pour faire des incursions dans les régions francophones. C'est ce que le journal propose en page 3 également ce matin. Et on parle de l'Assemblée nationale avec le début de la fin de Kavaye Djibril. C'est une question. Une nouvelle mandature s'ouvre ce jour en l'absence du plus ancien des députés camerounais évacués donc en Europe pour des besoins de santé. C'est en page 2 du journal qui parle aussi des municipales de Douala Premier et qui dit « Ne lâche pas prise ». Le coordonnateur du MP démontre comment l'élection de l'exécutif de cette mairie doit donc être reprise avec pour enjeu un siège d'adjoint au maire dont l'opposition a été donc privée. Et puis à Bertois, on parle notamment de ces chantiers du nouveau maire. Avant son installation prévue le 16 mars prochain, Jean-Marie Dimbélé Sodéa a presque déjà perdu le sommeil. Les dossiers qu'il trouve donc sur sa table sont nombreux et urgents. Et ce qu'on lit également en page 4 de la nouvelle expression de ce matin. Le journal Le Messager parle du stade de Lembe avec la grosse arnaque de Magil. Donc 3 mois après avoir repris le chantier en procédure d'urgence, des doutes de pèse donc sur la capitale de l'entretien ou sur la capacité de l'entreprise justement canadienne à respecter les délais contractuels. C'est ce que le journal propose en page 12. Le journal parle également d'autres choses, parlant de l'attaque de Galim. Atangandi veut museler la presse, Equinox TV, STV, Radio Balafon et bien sûr le jour au tribunal du Minat. C'est ce que le journal propose en page 3 ce matin et d'autres informations à lire aussi. On parle de l'audace avec notamment le fichier solde d'État, l'affaire du trop perçu au ministère des enseignements secondaires également évoquée par le journal Le Messager de ce matin. Autre chose à lire dans la presse disponible ici sur Faites un tour en kiosque, il y a le quotidien Émergence qui parle de menaces. Atangandi sonne la charge contre les ONG internationales et les médias. C'est ce que le journal propose. Le journal s'intéresse ici au coronavirus avec notamment les étudiants camerounais en Chine qui attendent toujours l'argent de Paul Biya pour sortir de là. C'est à découvrir également dans Émergence ce matin. Le quotidien Le Jour, à notre titre aussi, à Tangandi et sinistre de la communication. C'est le journal qui propose le titre. Le ministre de l'administration territoriale a menacé hier de fermer un certain nombre de médias, donc le quotidien Le Jour. C'est à lire dans le journal qui parle aussi du coronavirus avec les habitants de Yaoundé qui prennent peur dans la capitale, tout au moins la confirmation par le ministre de la Santé publique de quelques cas et le ministre également revenu sur les faits avec notamment aussi les populations de cette capitale qui sortent désormais avec des masques ou pour boucher les narines. C'est le journal qui propose également le sujet ce matin. Mutation parle du coronavirus aussi avec l'économie sans rhume. Donc c'est un autre titre proposé par le journal. Donc les effets de l'épidémie sur les échanges commerciaux. On parle également de ce qui qui ne fait plus bouger les affaires également à cause notamment de ce phénomène, cette pathologie qui continue de faire des ravages dans plusieurs pays à travers le monde. Quel est le cas du Cameroun également? Le journal a fait le point ce matin. Je vous invite à lire l'article dans Mutation de ce jour. Le journal L'économie qui en kiosque s'intéresse par la gouvernance, de nouvelles mesures pour améliorer la gestion du patrimoine foncier donc national. C'est le journal qui a proposé le sujet que je vous invite à lire d'ailleurs ce matin. Le journal a d'autres informations aussi à découvrir dans le même journal. Tribune d'Afrique s'intéresse notamment au décès du docteur Adamou Damdjoya et parle donc de ce message du sultan roi des Bamoun à ce dernier, un message que je vous invite à lire dans le journal. Le même journal parle aussi de la crise anglophone pour la Tangandi, mais certains médias en gardent. C'est le journal qui propose également l'autre sujet à lire également dans, ce matin. Cameroun Tribune qui en kiosque s'intéresse à l'Assemblée nationale, c'est la rentrée, c'est le titre proposé par le tabloïd. Je vous invite à lire le dossier également dans le journal. Le journal a d'autres informations aussi. Le financier d'Afrique s'intéresse à l'Afrique centrale
Il parle de la BA qui annonce notamment des nouveaux programmes avec le Fonds monétaire international. C'est un autre dossier contenu dans le journal. Le même journal parle également de l'économie et la santé publique sous la menace du coronavirus également ce matin. D'autres sujets économiques également à découvrir dans le numéro disponible en kiosque. Le Popoli parle donc de Bamenda, explosion en plein défilé. C'est le journal qui propose le sujet. Et en même temps, on parle aussi du coronavirus. Panique à bord, c'est ce que le journal propose. Des caricatures également, des responsables aussi à découvrir dans le même journal satirique disponible en kiosque ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Et avec nous sur ce plateau, les deux invités, comme toujours, Donald Brice Kamga, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour à Camille et bonjour à nos téléspectateurs que nous retrouvons avec plaisir tous les mardis. Oui. Camille, bonjour. Bonjour Flavien Valondongo, bonjour Donald Brice, bonjour téléspectateurs d'Equinox, bonjour spécial au commandant Ebongi Henri à Bamenda qui m'a donné une information extraordinaire parce que de 22h à minuit, il y a une information qui circulait de manière virale dans les réseaux sociaux disant que Bamenda, tous les postes de police sont attaqués à Bamenda en même temps par des groupes de séparatistes. Il y en a même qui ont envoyé des sortes de voice avec des coups de feu. J'étais complètement étourdi par cela. J'ai cherché à joindre des personnes à Bamenda pour savoir, puisque cette information venait de partout. Et j'ai appelé le commandant Ebongi Henri, qui m'a dit que non, il est dehors. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des coups de feu qui sont entendus de manière sporadique par des gens qui tirent et qui s'en vont, mais il n'y a pas d'attaque dans les brigades de gendarmerie. Et beaucoup de personnes sont convaincues, et je suis sûr que beaucoup de personnes ont reçu cette information, que des commissariats, tous les commissariats de Bamenda ont été attaqués cette nuit. Et c'est là aussi le côté pervers des réseaux sociaux qui maintenant sont en train de jouer un rôle absolument inqualifiable sur le plan de la déstabilisation de la tranquillité des Camerounais. Alors, je voudrais faire le tour de quelques titres ce matin. Donald Brice Kamga, les ONG dans le collimateur, à Caen, à Tangandi, menacent de sévir. Ça, c'est la nouvelle expression. Le journal Émergence parle à Tangandi, sonne donc la charge contre les ONG internationales et les médias. Le quotidien Le Jour dit à Tangandi, sinistre de la communication. C'est ce qu'on découvre également dans le journal ce matin. Des tabloïds et bien d'autres qui s'intéressent à la sortie du ministre de la Communication qui... comme des titres sont d'ailleurs contenus ce matin, pour dire qu'il a sévi, il menace de fermer certains médias, il menace également des ONG qui font des rapports contre notamment le Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale, il m'a semblé que vous avez dit le ministre de la communication. Alors, effectivement, on a pris connaissance de cette abondante communication du ministre de l'administration territoriale hier. D'abord, les experts en communication de crise vont être embarrassés par cette sortie parce qu'il me semble qu'il y a quelques jours, le ministre de la communication, qui est par ailleurs porte-parole du gouvernement, a fait une sortie sur le rapport de Human Rights Watch, ensuite rendu compte de ce qui s'était passé à Bamenda et à Galim dans la région de l'Ouest. On a été surpris hier de voir que le ministre de l'administration territoriale s'est senti obligé de proposer une nouvelle communication au public. Alors, d'abord, ça semble bien embarrassant. On ne comprend pas très bien qui parle pour qui et à quel titre et quels sont les objectifs à atteindre parce qu'il y a une sorte de cacophonie, le MINAT qui parle, le MINDEF qui parle, le porte-parole du gouvernement. Et finalement, il y a de fortes chances que les messages qui sont transmis soient brouillés. Soit, sur le fond, le MINAT indique que des ONG et des médias auraient reçu, des ONG précisément auraient reçu 5 milliards de francs CFA pour passer sous silence les exactions commises par les séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je n'ai pas la prétention de dire que cela n'est pas vrai. Nous attendons toujours que des détails nous soient fournis sur cette accusation qui, si elle était avérée, serait quand même quelque chose de grave. Mais en tant que journaliste, je me rappelle qu'il y a eu des observateurs présentés comme des observateurs de Transparency International pendant la présidentielle. Et il me semble que les observateurs, pour le cas du Cameroun, se réfèrent lorsqu'ils arrivent au ministère de l'administration territoriale. Comment est-ce qu'ils ont pu opérer sans que ce ministère qui s'en charge ne puisse vérifier leur identité, leur authenticité? On est 2 ans après, on n'en a plus de nouvelles. Il me semble également que le ministre de l'administration territoriale a indiqué lors d'une communication toujours à Yaoundé qu'une ambulance avait été interceptée dans la région du sud-ouest avec des armes.
une ambulance censée appartenir à une agence humanitaire avait été interceptée dans le sud-ouest en transportant des armes. Nous sommes plusieurs mois après, on n'a pas toujours de détails sur ce qu'est devenu ces ambulances, de quelle agence s'agissait-elle et quels étaient les objectifs recherchés. Donc, cette nouvelle sortie... C'est un rapport avec la sortie du ministre? Je rappelle ces faits pour vous dire que on est un peu coutumier du fait. Nous sommes dans une situation où on cherche à déconstruire les contre-pouvoirs, que sont les ONG notamment, que sont les médias, pour ceux qui restent indépendants, comme le groupe Equinox précisément. On aura l'occasion de revenir sur d'autres éléments tout à l'heure. D'accord. Alors, vous faites la même lecture, Camille Nélé, avec des titres proposés par la presse ce matin, à la suite de la sortie du ministre de l'administration territoriale. J'ai peut-être omis de parler également du quotidien Le Messager. Atangandi veut museler la presse en citant Equinox TV, STV, Radio Balafon et le quotidien Le Jour, qui sont donc au tribunal du ministre de l'administration territoriale. J'ai de la peine à comprendre la démarche des propos assez longs de Donald Brice quant à l'opportunité de la sortie du ministre ou bien quant à la qualité du ministre faut organiser une conférence de presse à parler parce qu'au moment où le ministre de la Défense parle, le ministre de la Communication parle, lui parle. C'est-à-dire que je voudrais rappeler à Donald Brice que le ministre de l'administration territoriale, c'est le ministre du territoire. C'est le patron de la sécurité du territoire. Et moi, je pense que face à une situation qui est grave, comme celle que le Cameroun vit depuis un moment, il est toujours de son pouvoir et il est dans son rôle de remettre un certain nombre de choses au point. Moi, je me souviens d'une époque quand M. Charles Pasqua était ministre de l'Intérieur à Paris et qu'il y avait des opérations terroristes à Paris. Il avait fait une sortie spectaculaire dans la presse où il avait dit que nous allons terroriser les terroristes. Moi, je pense qu'il n'était pas ministre de la Communication, il était ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur est là pour encadrer la sécurité du territoire. À ce moment-là, il parlait de la sécurité, bien sûr. Bien entendu. Ce qui se passe aujourd'hui, mais évidemment, M. Atanga est toujours en train de parler de la sécurité, puisque par rapport à tout ce qui se passe, toutes les exactions faites par les bandes armées, M. Atanga et beaucoup de personnes réalisent après recoupement que les rapports des ONG sont toujours des rapports concoctés à charge contre le Cameroun. Et que ce soit Human Rights Watch, que ce soit Amnesty International, que ce soit même Transparency, ce sont des ONG qui n'ont jamais donné la moindre légitimité aux actions pourtant légitimes et légales de l'armée camerounaise. Donc moi je pense que face à cela et face surtout aux derniers événements de Garbu, où on nous a fait voir un rapport de Human Rights Watch qui nous montre une vue, qui nous parle de vue satellite prise la veille et prise le lendemain. On peut se demander pourquoi est-ce qu'il y avait des satellites en Garbu justement la veille et le lendemain. Est-ce que cette ONG savait qu'il allait se passer quelque chose? Alors on a appris de la bouche de ces ONG que ces rapports sont d'abord contrôlés et validés par le pays concerné avant d'être rendus publics. Je doute qu'ils aient été validés par le pays avant d'être rendus publics, puisque même les rapports de Ngarbe ont été rendus publics le lendemain ou quelques heures plus tard. Mais cela n'est même pas le problème. J'ai l'impression que M. Atangandji est en train de se souvenir du rôle que jouent certaines ONG justement dans la gestion de certaines crises à travers le monde. Tout le monde sait le rôle qu'a joué par exemple Human Rights Watch pendant la sécession du Biafra, et que c'est cette ONG qui a parlé de génocide, la première. On sait que le rôle qu'ont joué ces ONG, par exemple, dans la guerre du Soudan, où elles étaient au premier plan pour démontrer que c'est vraiment l'enfer. Donc, moi, pour ma part, nous ne sommes pas ici pour faire le procès du ministre Atanga. Nous constatons qu'il a dit deux choses. La première chose, c'est qu'il a affirmé que ces ONG ont reçu 5 milliards. Bon, les 5 milliards, ce chiffre, d'où le tient-il, c'est quand même assez énorme. Mais c'est lui qui le dit et il sera question pour lui de le prouver. Mais par contre, quand il dit qu'il y a certains journaux qui sont associés à ces ONG pour aller contre le Cameroun, moi je dis que ça c'est un sujet discutable, parce que je me souviens par exemple, et là je ne fais pas une sorte de défense, hein, mais je dis par exemple, comme l'a dit M. Seron Tchongo hier soir, se mettre avec les ennemis du Cameroun, c'est de la haute trahison. Et lui ne pense pas que son média à lui peut faire des choses comme ça. Mais seulement, quand on lit ce qui est écrit dans certains journaux, à certains moments, parlant justement des actions des groupes armés, parce que moi je refuse de les appeler séparatistes, c'est des groupes armés. Parce que les gens qui sont partis attaquer Galim,
le 7 mars. Je ne sais pas si c'est toujours des séparatistes. Je ne sais pas s'ils veulent étendre l'Amazonie jusque-là. Donc, la sortie de M. Tanga Nji hier soir était certes spectaculaire, était certes forte, et elle est même menaçante pour les journaux parce qu'il est en train de il menace certains organes de presse de fermeture. Bon, moi, c'est cela qui m'émeut un peu et qui me dit que il faut tout de même on ne peut pas dire que certains journaux sont restés absolument professionnels dans le traitement des événements du Nudozo. On ne peut pas dire que certains journaux n'ont pas ménagé sur l'amalgame ou bien sur la manipulation pour laisser passer certaines informations. Mais moi, je dis que avec cette sortie assez spectaculaire du ministre de l'administration territoriale, il est question pour les uns et les autres de revenir à leurs responsabilités et de voir que est-ce que tout ce qu'a dit M. Tanga est faux. Est-ce que tout ce qu'il dit est vrai? Mais seulement, toujours est-il que l'autre pays est dans une situation assez critique, assez grave, et qu'il faut faire attention. Il faut surtout faire preuve de beaucoup de responsabilités. Oui. Donald Brice, une question simple. Y aurait-il des médias, mille collines, comme dit le ministre de l'administration territoriale, le Cameroun? Peut-être c'est un peu exagéré, mais une chose est sûre. C'est même exagéré. Une chose est certaine, c'est qu'il y a des dérapages dans la presse. Et ces dérapages ne s'observent pas sur Equinox Télévision. Les Camerounais ne sont pas naïfs, ils observent les médias et leur déploiement, ils observent leur ligne éditoriale et savent quels sont les médias qui ont des positionnements nuisibles à la cohésion nationale, aux intérêts du Cameroun. Ce n'est pas Equinox Télévision. Je reviens sur la qualité du ministère de l'administration territoriale. Au titre de la loi de 90, effectivement, l'administration territoriale a un rôle de police administrative vis-à-vis des médias. Sauf que les propos du ministre de l'administration territoriale hier touchent... La presse écrite précisément. Touchent au contenu des médias, à leur positionnement éditorial. Il me semble que sur le contenu, c'est le Conseil national de communication qui fait des observations préliminaires sur la qualité du traitement, sur le niveau de professionnalisme des acteurs des médias. Et jusqu'ici, pour ce qui nous concerne, Equinox Télévision n'a pas souvent été interpellé. On a des médias qui ont été parfois rappelés à l'ordre, sanctionnés, suspendus, et qui n'ont jamais respecté ces décisions. Mais ça, c'est un autre débat. Je reviens sur la responsabilité du gouvernement. Nous sommes d'accord, on peut diaboliser les ONG, mais est-ce que le gouvernement camerounais a lui-même pris les mesures pour renseigner l'opinion publique nationale et internationale sur ce qu'on peut appeler les vérités et les contre-vérités à leur sens de la crise anglophone? Nous sommes dans l'actualité qui nous rappelle qu'aujourd'hui c'est le 10 mars, c'est le jour de la session de plein droit à l'Assemblée nationale. Cette Assemblée nationale qui a un rôle, de gendarme, de lanceur d'alerte sur la marche de la République, qui n'a jamais mis en place une Assemblée nationale dominée, vous le savez, dominée de façon prédominante par le gouvernement, à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale, qui n'a jamais mis en place une commission d'enquête pour travailler sur la crise anglophone, qui n'a jamais, et ça c'est encore plus grave, qui n'a jamais ouvert un débat en session, en plénière, sur les tensions qui durent depuis près de 4 ans aujourd'hui dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Est. Je veux dire que si vous diabolisez les ONG, prenez vos responsabilités en informant l'opinion publique. Mais jusque-là, sur les enquêtes qui ont été annoncées, ça et là, on attend toujours des nouvelles. Mais de toutes les façons, ce que nous voyons et qui n'est pas nouveau, ce que Minette a dit hier n'est pas nouveau. Tout le monde connaît son ton martial, tout le monde connaît parfois ses communications alambiquées sur alors, cette sortie intervient 2 ou 3 jours après celle du ministre de la Communication. Était-elle opportune en fait? C'est pour ça que d'emblée j'ai questionné l'opportunité de cette communication qui parfois, et dans bon nombre de cas, brouille les sorties de ceux qui sont habilités à parler. En tout cas, ceux qui sont habitués du pouvoir vous disent qu'une telle communication ne peut pas être prise sans l'aval des hautes autorités du pays. On imagine bien que la présidence a pu bien être informée que le ministre allait prendre la parole et n'a pas trouvé à redire là-dessus. Est-ce que c'est la stratégie? Est-ce que c'est la meilleure attitude à adopter? On attend bien de voir les résultats, sauf que jusqu'ici, on voit bien que le gouvernement est dans une sorte de cacophonie, notamment pour ce qui concerne les situations de crise. Très bien. Alors, vous avez parlé
On va évoluer, Kamineli. Oui, mais non, je voulais ajouter une chose. Je voulais ajouter une chose, que ce n'est pas un plaidoyer pour demain que nous faisons ici pour la presse, mais en réalité, c'est regarder les choses dans les yeux et de se demander quelle était l'opportunité de la sortie du ministre. Donald Brice est en train de dire que 2 jours après le ministre de la Communication, voilà le ministre de l'Administration territoriale qui parle. Moi, je pense que... Il ne dit pas la réalité là. Oui, mais c'est que le ministre de la Communication a donné les éléments sur ce qui s'est passé à Galim et à Bamenda. Il a dit, parce qu'il était important qu'il donne les chiffres, qu'il dise ce qui s'est passé. Et les gens voient à travers les réseaux sociaux, par exemple, les dégâts faits sur les soldats qui ont été amputés, tout ça. Et moi, je pense que là, le ministre de la Communication a donné un compte-rendu de la situation pour éviter justement ces amalgames et ces images satellites qu'on allait fabriquer pour nous dire que voilà des images satellites. Et en fait, moi, je dis que la sortie du ministre de la Communication interpelle plutôt la responsabilité des journalistes. Vous savez, l'exercice de la profession de journaliste est indissociable de la vie démocratique. C'est la vitalité de la presse qui permet à l'homme de vivre comme un homme libre. Mais vous savez, le journaliste a des devoirs. Et des devoirs qui sont définis par un code de déontologie. Mais quel est le traitement que la presse devrait faire de tout ce qui se déroule à Galim ou à Bamenda sur ces 2 derniers événements? Les deux, oui. Puisque les deux sont indissociables. Oui, quel est le traitement qu'il faut faire de ça? Rendre compte, comme le fait souvent Equinox, selon son principe, rendre compte. Maintenant, les commentaires sont libres, mais rendre compte d'abord. Et présenter alors toute l'horreur. Plutôt que de parler de séparation, on est en plein terrorisme. Moi, j'ai lu l'article, par exemple, de David Nou, de la Nouvelle Expression ce matin, qui dit qu'on est passé de la sécession au terrorisme. Parce que ces gens sont sortis de leur république virtuelle pour s'attaquer maintenant à une autre région qui n'a rien à voir avec leur État. Et c'est ça que la presse... Ils ont un État? Il parle de l'Ambazonie. Et puisque vous parlez de sécessionnistes, vous parlez de séparatistes. Ça veut dire qu'ils agissent dans le cadre de l'ambition d'un État. Mais l'article de David Nou, le remarquable article de David Nou, dit exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on est parti maintenant de la revendication sécessionniste, maintenant au terrorisme. Et le terrorisme pur et simple. C'est ça qui est important, que la presse doit dire, doit dénoncer. Et cela de façon très très professionnelle, en tenant compte du fait que les ONG qui n'ont jamais envoyé des gens sur place font des rapports qui sont contestés par le gouvernement. Je ne voudrais pas revenir sur le rôle controversé d'un certain nombre d'officiels qui au départ avaient dit qu'il n'y a pas de crise anglophone, que le Cameroun se portait bien, qu'on vivait dans le meilleur des mondes possibles. Je voudrais tout simplement rappeler que le MINAD qui demande aux ONG de publier de lui transmettre les rapports, je rappelle que les textes prévoient que les ONG travaillent sous la tutelle effectivement du MINAD et lui transmet les rapports. Le MINAD nous a informé hier que depuis 2016, ces ONG n'ont pas transmis de rapports. Et donc, le MINAD leur demande, sous 60 jours, de lui faire parvenir des rapports. C'est quand même extrêmement grave. Pourquoi le MINAD n'a pas utilisé les moyens qui sont les siens pour obtenir ces rapports? Est-ce que le MINAD ne faisait pas son travail? En tout cas, il a donné 60 jours à ces ONG de rendre leur rapport. Et en même temps, ça c'est ce que la presse propose. Vous aurez l'occasion de parcourir à travers notamment les titres proposés par ces différents tabloïds. Il y a également, dans le journal, on parle de l'Assemblée nationale qui s'ouvre ce matin avec cette session plénière. Le journal parle de le début de la fin de Kavaïege Djibril. C'est une question. Et le message, j'allais dire qu'en montre une parle de l'Assemblée nationale, c'est la rentrée. Oui, le Cameroun Tribune fait le constat que nous sommes le 10 mars et conformément à un communiqué rendu public par le secrétaire général adjoint de l'Assemblée nationale, effectivement, les députés de la 10e législature reprennent du service ce matin. La nouvelle expression note l'absence, la curieuse absence de Kavaïege Djibril qui a des soucis de santé, apprend-on depuis quelques mois, et qui est en évacuation en ce moment en France. Cette session va s'ouvrir donc sans lui qui est le président de l'Assemblée nationale de la session de... Il a des vice-présidents. De la 9e législature qui s'achève. Il a des soucis de santé. C'est le plus ancien député de notre Assemblée nationale, président de l'Assemblée nationale depuis près de 30 ans aujourd'hui. Évidemment que lorsqu'on a passé autant de temps au perchoir, il est très compréhensible qu'à un moment donné, son état de santé soit éludé par cette longévité qui n'est pas toujours nécessaire aux affaires.
Alors, Camille... Non, moi, ce que je veux dire, le début de la fin de Cavaille, c'est une interrogation qui a tout son sens. Surtout qu'on n'a jamais compris comment, en dépit des recommandations de la circulaire du chef de l'État, du président du parti du RDPC, qui avait demandé que les députés qui ont fait plus de mandats puissent laisser la jeunesse s'exprimer. On a vu M. Cavaille qui a fait un mandat se représenter, alors qu'on sait très bien que, l'âge est là, la maladie est, mais il a tout fait pour se représenter et pour gagner. Ça n'a pas été seulement le cas pour lui, ça a été le cas pour M. Kamsouloum, ça a été le cas pour son vice-président, même encore dans le Béret. Donc, ces personnes qui ne veulent pas partir, qui ne savent pas partir, on voit bien aujourd'hui qu'elles sont finalement rattrapées par le temps qui les met dans une situation de départ forcé. Voilà. Donc, c'est ce que vous aurez à lire dans la presse ce matin. Le Cameroun Tribune qui parle donc de l'Assemblée nationale avec un titre, c'est la rentrée. Et aussi la Nouvelle Expression qui parle de l'Assemblée nationale, le début de la fin de Cavaille et Guézibril. On voit bien également dans la presse la Nouvelle Expression qui parle des Berthois avec les chantiers du nouveau maire, le maire de la ville. Il y a bien de choses, l'embellissement de la voirie urbaine de la capitale régionale de l'Est du Cameroun. Berthois, vous avez dû certainement faire un tour. C'est une ville pratiquement abandonnée. Oui, et lorsqu'on parle de Berthois, ce qui me vient en tête, c'est surtout cette voirie urbaine effectivement qui est en lambeaux, mais c'est aussi des questions d'accès potable qui se posent avec acuité à Berthois, mais également les questions d'accès à l'énergie électrique. Vous vous souvenez que plusieurs fois les habitants de Berthois sont sortis exaspérés par ces coupures intempestives au quotidien de l'énergie électrique. Est-ce que le nouveau maire de la ville va pouvoir adresser de façon sérieuse ces questions? Jean-Marie Ndimbélé. Jean-Marie Ndimbélé, effectivement. Il fera certainement face aux contraintes qui sont liées à son parti politique, qui sont également liées à l'environnement. Un environnement marqué par la modicité des sommes qui sont contractées, qui sont données aux responsables des collectivités territoriales décentralisées. Très bien. Alors, ce titre de la Nouvelle Expression, c'est un sujet proposé par le journal, les chantiers du nouveau maire. Vous passez souvent par Berthois lorsque vous allez dans le septentrion en même temps. Et le Messager ce matin parle également de la mairie de Douala. Que cache l'exclusion des Bassa, Bakoko et autres nordistes dans l'organigramme? Le Messager fait bien de revenir sur cette considération qui a fait sursauter beaucoup de gens. Vous savez qu'au moment où il était question de l'élection du maire, du super maire de la ville de Douala, il y a eu des candidats. Mais quand on a vu le RDPC venir avec une liste déjà concoctée d'avance sur les candidats qui investissent, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun Bakoko, aucun Bassa. C'est-à-dire que, parce que vous savez très bien que sur l'ère sociologique du Vouri, c'est les Douala, les Bakoko et les Bassa. Il n'y avait aucun de ceux-là, il n'y avait que des Douala. Bon, maintenant, il y a eu les événements qui sont passés tels que vous avez vu le vote, entre guillemets, qui s'est déroulé, et vous avez vu à la fin la liste sortie par le comité central du RDPC toujours, dans laquelle on ne retrouve aucun Bassa, aucun Bakoko et surtout aucun nordiste. Et pourtant, vous savez très bien que le RDPC connaît le rôle que les populations, les ressortissants du septentrion ont joué dans les victoires du RDPC, dans le Vouri, aussi bien dans le Vouri que dans la région du littoral. Et c'est pour ça qu'il y a des langues qui se dédient certainement, qui justifient ce titre du Messager qui dit que bien avant même, au moment de la conception de cette élection du maire, et les Bakoko et les Bassa et les nordistes avaient été exclus par le comité central, et c'est visible comme le nez au milieu du visage. Alors, Donald Bliskamba, il y a ce journal, cet article dans le journal Le Messager, il y a également dans la Nouvelle Expression, il y a Tribune d'Afrique ce matin qui rend hommage, en tout cas, le message du sultan roi des Bamoun, qui rend hommage au docteur Adamou Ndamdjéa. Oui, deux frères, pour ainsi dire, qui n'ont pas toujours eu de bonnes relations, alors que le décès du président de l'UDC est venu nous rappeler que nous n'avons pas à nous frapper dessus, alors qu'on attend de nous, les populations du Noun précisément attendent de ces élites un minimum d'entente pour adresser les questions sociales que connaissent ce département de la région de l'Ouest. C'est une figure marquante de la vie politique au Cameroun qui s'en est allé. Tout premier directeur de l'IRIC, ancien ministre de l'Éducation nationale avec ses valeurs d'éthique dans l'éducation, mais également dans la vie publique et politique que l'on sait faire son âme.
Un mot? Le mot, je vais exactement dans le sens de Donald Brice, c'est-à-dire que dans le Noun, il y avait le sultan Bomondjia et le prince Adamoun Dandjia, parce qu'il était prince aussi, des familles royales, étaient des frères ennemis. Chacun était dans son camp, l'un était dans le RDPC, l'autre était dans l'UDC qu'il a créé. Et c'est la mort maintenant qui a réussi à les unir, c'est la mort qui a donné l'occasion au sultan de dire tout le bien qu'il pensait de son frère, de son illustre frère, parce que au-delà de son titre de président, de sa qualité de président de l'UDC, M. Amadou Ndamdjoua a marqué quand même l'histoire de ce pays, notamment du temps où il a été ministre de l'Éducation nationale. Et vous savez, moi je me souviens, j'étais encore élève à cette époque-là, et je me souviens des gens qui disaient que moi, j'ai eu le bac Ndamdjoua. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, si tu as eu le bac, ça veut dire que tu as eu 10. C'est pas aujourd'hui où les gars ont 10 avec un 8 fort ou un 7 fort. À l'époque de Ndamdjoua, tu as 7, tu as 8, tu as collé. Tu n'as pas le droit de te présenter au bac pendant 2 ans, 1, 2, 3 ans. Donc, personne n'a oublié cette volonté de ce Camerounais de donner toute la qualité à l'enseignement et au moins ceux qui ont obtenu le bac à cette époque-là savent qu'ils ont obtenu de vrais bacs, pas ceux d'aujourd'hui. D'accord. Alors, toujours dans la presse ce matin, on va sortir bientôt. Donald Brice Kamgan, il y a le message, j'allais dire la nouvelle expression, et également le quotidien Le Jour qui parle du coronavirus. Les habitants de Yaoundé prennent peur. Chacun a utilisé une méthode maintenant avec le cache-nez dès qu'on est sorti de son domicile. Et c'est le journal qui le dit. Et Mutation qui parle de l'économie qui s'enrhume. Oui, juste 2 secondes avant de dire un mot sur ces 2 titres. Nous allons bientôt sortir. Oui, pour dire que j'avais dit sur ce plateau à une époque l'article 246 qui consacrait l'origine comme condition préalable pour être maire de ville était quelque chose de pas bon pour notre cohésion nationale. Les plaintes et soutenues ce matin par Camille des Bassa, des Bakoko, des nordistes à Douala rappellent justement cela. On ne peut pas empêcher un ressortissant du Sud d'être maire de ville à Garoua, tout simplement parce qu'il est du Sud. C'est indécent en République. Sur le coronavirus, effectivement, la psychose s'installe. Et là encore, la communication gouvernementale va être d'un enjeu important dans la gestion de cette crise. Merci. Les lecteurs vont lire ce que la presse propose face à tous ces différents sujets. Le traitement réservé justement à ces sujets. Merci à vous. Bon retour à vos différentes rédactions. Demain, ce sera la 3e de la semaine. Bonne journée à tous.